Bonjour, je vais vous parler faire un portrait des travailleurs autonomes que sont les membres de SMART. Ma présentation sera en trois volets. D'abord présenter ou rappeler ce qu'est SMART, ça me semble quand même important. Et puis montrer des données un peu chiffrées sur ce que représente ce secteur en Belgique. Et je terminerai en évoquant les difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés dans leur travail au quotidien, à partir de recherches que nous avons réalisées ou que nous avons publiées. Donc beaucoup de choses ont déjà été dites aujourd'hui, donc je ne sais pas trop revenir dessus, mais bon, voilà, c'était important aussi d'en parler. Tout d'abord, parler de SMART, qui a été créé maintenant il y a plus de 15 ans, c'est une ASBL. À l'origine, la demande de musiciens qui cherchaient à déclarer leurs prestations en toute légalité et à les transformer en salaire. Donc l'activité principale aujourd'hui, c'est d'accompagner les travailleurs, artistes, des artistes, des créatifs, tous ceux qui travaillent dans le métier de la création et les travailleurs autonomes au sens large, à développer leur activité économique dans un cadre qui est sécurisé. Nous avons rendu compte assez rapidement que les artistes et l'ensemble des créatifs sont des personnes assez mobiles et qu'elles avaient besoin de travailler dans d'autres pays européens. Et donc nous avons, au fil des années, développé des partenariats avec d'autres pays et construit des petits bureaux SMART dans d'autres pays avec des gens qui avaient déjà développé les mêmes services que nous. Donc à qui nous mettons à disposition nos services informatiques qui sont en ligne. Donc maintenant, il y a 9 pays européens dans lesquels les artistes peuvent sans aucun problème travailler. Et donc nous mutualisons nos services avec ces partenaires-là. Le pays dans lequel ça fonctionne depuis le plus longtemps, c'est la France, depuis 2008. Donc je vais revenir sur le public. Donc au départ, en effet, on s'adressait avant tout aux artistes, aux techniciens, et puis on s'est rendu compte que d'autres personnes utilisaient aussi nos services, des personnes qui connaissent les mêmes conditions de travail, donc des professionnels de la création, des travailleurs par projet et des travailleurs autonomes. En fait, ce sont des graphistes, ce sont des professeurs de langue, ce sont des webmasters, des journalistes. Donc tous des travailleurs qui veulent obtenir un revenu plus ou moins régulier ou occasionnel en fonction des prestations qu'ils réalisent, qu'ils soient artistiques, intellectuelles, artisanales, et pour le compte d'un ou plusieurs commanditaires. Donc voici un peu leurs caractéristiques. C'est un graphique qui a des données fictives, mais juste pour illustrer comment ces personnes-là travaillent. Donc au fur et à mesure de leur parcours, elles développent plusieurs projets. Donc qu'elles doivent jongler avec ces différents projets-là, avec des équipes qui chaque fois varient selon les projets. Ce sont des personnes qui travaillent en permanence, bien que chaque fois leur projet ne soit pas rémunéré, parce qu'il y a des différents temps, des temps de recherche, des temps de création, des temps de répétition, de diffusion. Et donc leurs projets sont à des stades différents, et donc certains sont rémunérés pendant que d'autres le sont ou pas. Donc les revenus sont irréguliers, en effet, et leurs revenus proviennent soit de commandes qu'on leur a adressées, soit de projets qu'ils développent eux-mêmes. Ce qui les amène à cumuler différents types de revenus, que ce soit d'autres emplois à côté, dont des contrats de courte durée éventuellement, ou les contrats de plus longue durée, avec d'autres formes de revenus. Ça peut être l'allocation de chômage ou faire appel à la solidarité familiale. Pour préciser un peu ce que SMART offre, voici ce que nous proposons. Donc avant tout, nous rencontrons l'ensemble des travailleurs qui veulent travailler par SMART. Nous accompagnons individuellement ces personnes-là et nous leur permettons surtout de transformer leur chiffre d'affaires en rémunération, ce qui veut dire que dès qu'ils déclarent une prestation, ils peuvent devenir salariés le temps de la prestation, et donc ils ont accès à la sécurité sociale des salariés et pas des indépendants, ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Donc toute la gestion administrative se fait sur une plateforme en ligne, accessible à n'importe quel moment. Et nous sommes fondés sur un principe de mutualisation. Donc nous prélevons pour chaque contrat un montant de 6,5% du montant facturé, pour pouvoir faire en sorte notamment que chaque contrat soit payé dans les 7 jours ouvrables après la fin de prestation. Donc que le commanditaire ait payé ou non la facture, le membre sera payé. Et nous offrons du coup d'autres services grâce à cette mutualisation, des assurances juridiques notamment, s'il y a des conflits avec les employeurs,
les donneurs d'ordre, et un certain nombre d'assurances, d'accidents du travail, de vie privée, de dégâts, vol de matériel, donc c'est un nombre d'assurances que nous avons pu offrir à un coût assez restreint. Voici l'ensemble des services que nous proposons. Donc une information, qu'elle soit juridique sur le statut social en Belgique, des formations, donc nous nous sommes rendus compte que ces personnes-là avaient besoin d'une formation en droit d'auteur, des formations sur la gestion de projets, des formations de réseaux sociaux, sur comment est-ce qu'on fixe son prix par exemple, donc une formation assez large. Donc un service juridique comme j'en ai parlé. Nous permettons aussi, nous louons des vannes pour les personnes qui doivent faire des tournées, nous offrons des bourses, enfin voilà, un certain nombre d'autres services. Et tout ceci pour le même coût de gestion, 6,5% du montant qui est facturé. Une dernière chose que nous proposons, ce sont des espaces de travail. Nous nous sommes rendus compte que les travailleurs autonomes et les créatifs ont besoin de lieux de travail qui soient différents de celui de leur lieu de domicile pour séparer bien vie privée et vie professionnelle, et tous des espaces de travail qui soient adaptés à leurs besoins, donc en termes d'espace et d'équipements spécifiques. C'est pour ça que nous mettons à disposition dans un certain nombre de villes des espaces de coworking et des lieux de création et de diffusion. Voilà pour la présentation de Smart. Je suis arrivée à quelques chiffres que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Chaque année, donc, je parle de Via Smart, ce qui passe par Smart, 170 000 contrats sont gérés chaque année. Ça génère 500 000 jours prestés et ça représente 2300 équivalents temps plein. Donc nous sommes quand même un très gros employeur dans ce secteur-là, si ce n'est le principal, mais vraiment un gros employeur. On génère une masse financière assez importante. En 2014, nous étions à 117 millions facturés, que les membres facturent à leurs clients. L'année dernière, il y a 18 000 personnes qui ont à un moment donné travaillé via Smart pour le compte de 11 000 clients. Et donc dans le cadre, donc, un des outils que Smart a développé sont des activités, sont des mini-structures dans lesquelles les membres peuvent inscrire leur activité en général. Donc voici un petit peu ce que ça représente le travail via Smart chaque année. Je précise quand même que dans la suite des chiffres que vous présentez, il faut bien avoir en tête que ce sont des chiffres des travailleurs via Smart uniquement, donc nous prenons une part du secteur artistique, créatif, travail autonome. On n'entend pas tout le secteur, il y a d'autres intervenants, d'autres agences d'intérim, donc c'est une part du secteur importante, mais pas la plus importante, pas la seule et unique. Et de même, nous connaissons de ces personnes-là que ce qu'elles font via Smart. Nous ne savons pas ce qu'elles font en dehors, que ce soit en contrat court ou de longue durée, c'est le revenu qu'elles peuvent avoir. Donc c'est une vision partielle de ces membres aussi de leur travail. C'est important à garder en tête quand je montrerai des moyennes. Voici les secteurs dans lesquels nos membres sont actifs. Donc on a quasiment les 2/3 sont actifs dans des fonctions de création d'interprétation artistique. Les principaux secteurs sont les arts plastiques et graphiques, art du spectacle et la musique chanson. Nous avons ensuite un quart dans les fonctions ou techniques ou liées à l'artistique. C'est dans les fonctions techniques du décor, l'accessoire et du son, image et montage, et des fonctions de production, de formation artistique. Et nous avons ensuite 10% qui exercent une fonction principale qui est non artistique. Ce sont en fait des personnes qui sont soit membres, qui sont soit artistes par ailleurs, soit qui ont des conditions de travail qui sont aussi similaires aux créateurs, donc dans l'animation, dans la communication, l'enseignement non artistique. Voici maintenant un profil de nos utilisateurs. C'est une population qui est relativement jeune, donc l'âge moyen est de 35 ans, assez masculine, donc 6 personnes sur 10 sont des hommes. Ils sont généralement francophones, donc ce qui est à garder en tête, c'est que nos membres sont principalement des francophones. 90% sont des francophones, ce qui ne reflète pas l'ensemble du secteur à nouveau. Comme ça, vous savez un peu quel est nos membres. Pourquoi autant de francophones? Smart s'est avant tout développé à Bruxelles et en Wallonie avant de s'implanter en Flandre. Et nous avons aussi beaucoup plus de personnes de nationalité étrangère, donc on a 23% d'étrangers,
Alors la population active en général, ça tourne plutôt autour de 9%. Donc là, on a beaucoup d'Européens, notamment de Français. Donc voilà, vous avez en tête ce que représentent nos membres. Quelles sont les fonctions que les membres exercent? Avant tout, ce sont des fonctions de graphiste, infographiste, web designer. Ça, c'est la plus importante des fonctions exercées. Et ensuite de musicien. Donc, c'est 2 fonctions de création. Et puis, en termes de métier plus technique, le premier qui revient, c'est l'ingénieur du son. C'est celle qui représente à peine 3%, mais 3% de l'ensemble des jours qui sont prestés. Donc voilà, vous voyez un peu ce que ça représente. Et en termes de volume maintenant d'activité, en moyenne, un membre preste 33 jours par an chez Smart. Donc ça fait 1 jour par mois sur l'année. 3 jours par an, pardon. 3 jours par mois sur l'année. Donc vous voyez ce que ça représente. Il y a des variations. Donc ça, c'est une moyenne, sachant qu'un membre sur 2 preste, lui, moins de 15 jours par an. Donc ce sont plutôt des utilisateurs occasionnels. Cette moyenne évolue selon les secteurs. Dans la création artistique en tant que telle, on est plutôt vers 28 jours. Là, on a à nouveau des différences. On est graphiste en 39 jours. Ou musicien, c'est vraiment là où on presserait le moins, c'est 19 jours. À nouveau, ce n'est que via Smart. Ça ne veut pas dire que ces gens-là pressent que 19 jours de rémunération par an. Mais via Smart, elles prestent 19 jours. Les techniciens sont ceux qui presteraient le plus 33 jours. L'ingénieur du son, eux, sont à 39 jours. Donc voilà, voyez un peu les différences que ça représente. Et maintenant, en termes de rémunération journalière, rémunération brute précise, là, on a avant tout des enseignants formateurs, donc des personnes qui sont non artistiques. C'est elles qui seraient les mieux rémunérées via Smart. Et là, ça tourne autour de 170 € bruts par jour. Et puis, ce sont les graphistes, les réalisateurs de films et les comédiens qui tournent autour de 160 € bruts par jour. Ceux qui sont les moins bien rémunérés par jour sont les professeurs artistiques et les chorégraphes qui tournent autour de 110 € par jour. Si on fait le total maintenant des rémunérations, donc on a vu le nombre de jours prestés par année, les rémunérations par jour, que ça représente par année. J'ai fait juste un total. Pas fait par type de métier, mais plutôt dans un ensemble. En moyenne, un membre chez Smart gagne 4 000 € bruts par an. Si on met ça, on compare avec un salarié à temps plein en Belgique, qui lui a 41 000 € par an brut. Vous voyez, on est au 10e. Et notamment, on remarque bien qu'il y a 37% ici qui ont moins de 500 € par an. Et il n'y en a que 1% qui gagnent plus de 25 000 € par an, brut toujours. Donc évidemment, ça sous-entend que ces personnes-là ont besoin d'autres formes de revenus, d'autres contrats, des droits d'auteur éventuellement pour ceux qui peuvent en avoir, allocation de chômage pour une partie d'entre eux, avec ou sans statut d'artiste. Donc voilà, vous voyez un peu les conditions dans lesquelles ils exercent. Et donc nous, au regard de ce profil-là, on les a appelés, c'est rien de péjoratif, mais c'est par rapport aux artistes extraordinaires que l'on peut voir, eux, plus au quotidien dans les médias, sont les artistes ordinaires. Donc vous avez vu qu'ils prestent trentaine de jours par an, qui gagnent 4 000 € bruts par an. Ce sont les artistes qui ont une visibilité moyenne, on reste dans l'ordinaire. Donc voilà, c'est pas un terme que nous avons inventé nous, mais je trouve que ça reflétait bien les membres la plupart des membres qui passent par Smart. Pour qui est-ce qu'ils travaillent? Donc en fait, plus des 2/3 de leurs donneurs d'ordre sont des sociétés privées belges. Là-dedans, on a avant tout des ASBL, donc 29% d'ASBL, et puis des sociétés privées commerciales, donc des SPRL ou des SA. Et donc on a très peu qui se situent, qui sont établis à l'étranger, à peine 12% sont à l'étranger. Pour le lieu d'établissement, donc la majorité sont à Bruxelles, environ la moitié à Bruxelles, et puis 1/3 en région wallonne, et puis 1/5 en Flandre,
à nouveau, pour ceux qui sont à l'étranger, c'est principalement en France, voire dans les pays limitrophes. Donc voilà, des donneurs d'ordre qui sont avant tout des entreprises belges du secteur privé, commercial et à Bruxelles. Voilà pour qui ils travaillent. Je voudrais maintenant passer à quelques difficultés auxquelles les travailleurs sont confrontés dans leur quotidien. Je parlerai ici plus des artistes, qu'on s'est pendant des années quand même beaucoup fort occupés, nous, dans nos recherches sur les artistes. Donc il y avait 3 thèmes que je voulais aborder: le lancement de parcours d'artiste, le maintien dans la durée et la reconnaissance. Le lancement d'un parcours d'artiste, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'une précédente publication. Je vais juste vous la montrer. On publie ça l'année dernière. Et on a notamment abordé le thème de la formation, qui est la première étape de tout parcours. Je précise aussi qu'on ne parle pas de carrière artistique, parce que carrière a une connotation d'ascension, d'élévation, que ce soit en termes de financement, d'aspect financier et de termes de responsabilité. Et c'est un secteur dans lequel, vous l'avez vu dans un des premiers graphiques, ce n'est pas linéaire souvent comme parcours, donc on parle de parcours artistique pour de carrière artistique, c'est plus, ça représente plus la réalité de ce que vivent les artistes au quotidien. La formation, elle peut se faire par 2 biais. Il y a les filières institutionnelles, donc on a tout ce qui est école, et également tout ce qui est en dehors, le poste scolaire, donc la promotion sociale et l'enseignement artistique à horaire décalé, par exemple. Et puis il y a l'autodidaxie ou le système D. Et donc là, l'autodidaxie est parfois valorisée dans certaines disciplines, et même plus que valorisée, c'est parfois un mode légitime d'acquisition d'un savoir-faire dans certaines disciplines, notamment tout ce qui est hip-hop, graffiti. Donc voilà, c'est une des façons d'apprendre. Je précise, la formation dans ce secteur-là, les personnes qu'on a rencontrées estiment souvent qu'il faut qu'elle soit une formation continue, donc ce n'est pas la formation initiale qui est importante, mais c'est avant tout celle qu'on développe au fil du parcours. Deuxième point, les politiques culturelles. On s'est rendu compte que le lancement dans un parcours est souvent difficile et que peu de cas en région, en communauté française, il y a peu d'aides spécifiques aux artistes qui débutent. Et pourtant, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de concurrence et souvent, il faudra avoir un petit coup de pouce pour pouvoir se différencier des autres. Et il y a un cas qu'on peut mentionner, c'est le cas du Centre des arts scéniques pour les comédiens, qui permettent justement aux jeunes qui débutent d'être pendant 3 ans plus concurrentiels économiquement par rapport à d'autres, et donc on facilite leur engagement. Après, se pose la question, au-delà des 3 ans, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là, parce qu'elles coûtent plus cher après, aussi cher que les autres. Mais en tout cas, il existe certaines volontés de permettre aux jeunes artistes de pouvoir se lancer dans un parcours professionnel. Une dernière chose que je voulais aborder dans le thème du lancement d'un parcours, donc ça, ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est un des sociologues Sinégalia, qui a parlé de la difficulté quand on rentre dans un parcours artistique, c'est de se confronter à la réalité entre ce qu'on a imaginé, ce que le star system peut véhiculer comme image et ce que le marché du travail au début peut renvoyer comme difficulté. Et donc il y a une partie des personnes abandonnent assez rapidement ce secteur-là, et une autre partie, pour conserver dans la durée leur place dans le secteur, sont obligés de réduire leurs aspirations. Et donc là, il y a différentes façons. Soit ils essayent de faire en sorte d'avoir une reconnaissance beaucoup plus locale, donc réduire leur volonté de développement géographique, donc c'est quelque chose de beaucoup plus local, ou alors de déplacer leur engagement vers un engagement qui est moins artistique, mais beaucoup plus social ou politique, dans lequel ils peuvent, eux, se reconnaître aussi, trouver leur place. Mais alors l'artistique prend moins de place. Alors là, ce sont plus de l'animation, la médiation culturelle que certains refusent complètement, mais d'autres y trouvent leur compte et permettent ainsi d'avoir une place et de pouvoir avoir une certaine pérennité dans leur parcours, dans leur engagement. Donc la pérennité, c'est aussi 4 conditions, grandes conditions qu'on a identifiées plus ou moins.
Premièrement, la multi-activité. Donc, c'est le fait d'exercer plusieurs métiers différents, qui soient plus ou moins éloignés de leur pratique artistique principale. Donc, soit en ayant à côté un emploi fixe, c'est souvent dans l'enseignement, mais ça peut être une multitude de petits contrats ponctuels qu'on combine. Ça permet de stabiliser le revenu sur le long terme et de conserver sa pratique artistique principale. Une deuxième condition, c'est d'avoir des compétences qui soient diversifiées. Et là, de plus en plus, on demande aux personnes d'être entrepreneurs. On parle d'artistes entrepreneurs. Donc là aussi, on a remarqué que les écoles en Flandre abordent plus ces questions-là que dans les écoles côté francophone. Donc il y a un certain nombre de compétences qui sont demandées de plus en plus. Donc il y a une polyvalence et une flexibilité. Et puis des fonctions, des gestions administratives, des gestions de projets, de communication, de démarchage de clientèle. C'est quelque chose qu'on doit au début acquérir et qui doit se développer au fur et à mesure du parcours, un apprentissage continu de développement de ces compétences. Autre élément, c'est le fait d'avoir un certain nombre de clients, un noyau dur de clients, comme on appelle ça. Donc un certain nombre de clients avec qui on développe des relations plus ou moins récurrentes, des relations durables, et que ces personnes-là qui vont faire appel à l'artiste de manière plus privilégiée et en priorité. Ça permet de faciliter les collaborations, surtout de diminuer l'incertitude des revenus, puisqu'on fait appel, un certain nombre de clients font appel à vous, et donc on sait qu'on peut avoir un certain nombre de contrats sur l'année, ça réduit l'incertitude financière sur le long terme, et limiter surtout les effets de concurrence. La contrepartie, c'est que faire appel, avoir un noyau dur de clients peut être fragile si ces clients-là, évidemment, à un moment donné, renoncent à faire appel à vous et qu'on a juste 3-4 clients principaux. Vu la concurrence dans ce secteur, c'est peut-être quelque chose de difficile à tenir. Quatrième élément qui est ressorti assez fréquemment dans les entretiens qu'on a eus, c'est le fait de développer un réseau professionnel. Donc c'est un carnet d'adresses qui est à développer. Et là, on se rend bien compte que c'est le bouche à oreille qui fonctionne avant tout dans ce secteur-là, que ce soit pour obtenir une commande ou rencontrer un client. Et là, le réseau évolue au fur et à mesure peut évoluer, en tout cas au fur et à mesure du parcours, d'un réseau qui est constitué par la famille, les pairs, les connaissances, un réseau local qui au fur et à mesure peut s'étendre à des réseaux plus professionnels, des réseaux marchands, des réseaux avec des galeries, des éditeurs, ou des réseaux institutionnels avec des commandes publiques éventuellement. Donc le réseau, quand il se développe, peut apporter une visibilité aux personnes, une légitimité éventuellement, en tout cas une certaine stabilité dans le secteur. Et donc je vais juste terminer par la question de la reconnaissance. Qu'est-ce que signifie la reconnaissance pour les artistes? Elle n'est généralement pas synonyme de notoriété, de succès ou de réussite. Nos artistes qu'on va rencontrer, donc je parle d'artistes ordinaires à nouveau, pour eux ce n'est pas vraiment ce qu'ils recherchent, ce n'est pas une fin en soi que d'être connu, d'avoir du succès. Avant tout, ce qu'ils recherchent, c'est un aspect plus humain, plus social. Donc ils recherchent l'échange avec le public avant tout, et d'avoir une certaine satisfaction par rapport à leur travail, leur fierté par rapport à leur travail, ce qui veut dire qu'ils vont rechercher eux-mêmes plus facilement des projets qui les valorisent au niveau de la création artistique ou qui ont un intérêt artistique important pour qu'ils puissent s'exprimer à travers ce projet-là avant tout. Et donc, c'est ce que résume la sociologue Nathalie Heinisch en disant que c'est avant tout se sentir soi-même être artiste, se dire artiste et être dit artiste par les autres. Donc par les autres, ça veut dire par ses pairs qui estiment qu'effectivement vous êtes un artiste, par des intermédiaires des mondes de l'art et puis éventuellement par différentes instances de légitimation qui peuvent dire effectivement cette personne-là, je lui attribue un prix en tant qu'artiste ou je lui donne un statut d'artiste. Voilà, ça peut être une forme de légitimité en tant qu'artiste. Voilà ce que je voulais aujourd'hui vous apporter.
j'espère que j'ai fait un peu portrait des travailleurs autonomes et des artistes, et que je n'ai pas trop résumé, redit ce que dit les différents intervenants. Voilà. Merci. Rapidement, avant de passer à la table ronde, une ou deux questions. Alors bonjour, plus qu'une question, c'est un commentaire. Donc je suis anthropologue et je fais une thèse sur les travailleurs précaires de la mode, de l'industrie de la mode. Je suis compagne d'un travailleur smart qui travaille par ailleurs dans vos ateliers. Et je voulais juste, tirer un peu les fils de ce qui a été dit. Vous avez évoqué une parole qui tournait dans ma tête depuis ce matin, qui est la question de la légitimation, que je pense qui est un peu quelque chose qui est revenu tout le long des interventions. Donc la nécessité de se sentir légitimé, qui renvoie aussi à un non-dit qui a traversé et qui émerge de façon évidente des données, qui est l'enjeu de classe sociale, et ce qui fait qu'on perdure, qu'on se sent légitimé à être artiste, qu'on est visible, pour reprendre quelques mots qui sont émergés ici. Et aussi la question du réseau est une question de classe, c'est-à-dire que le réseau est aussi un capital de départ que permet aux gens d'accéder à la condition d'artiste et d'avoir de la visibilité. Et voilà, je pense que c'est important de poser la réflexion aussi sur ce plan-là, parce que c'est quelque chose qui est central. Je suis moi-même une chercheuse précaire. Je le vois aussi dans l'université, qui présente des énormes analogies avec... Et puis je voulais aussi conclure sur le fait qu'il est important c'est jamais, on souligne jamais assez combien la dimension managériale, capitaliste, vraiment l'idéologie néolibérale a colonisé l'espace artistique. Vous le dites vous-même, être manager, se vendre. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut avoir un regard très critique, et qu'il faut trouver justement des solutions qui émancipe le travail créatif, artistique de cette dimension-là. Voilà, c'est tout. Bonjour. Donc je suis usagée de Smart depuis le début à peu près, puis j'ai une grande interruption, puis je suis revenue. Et j'ai recommencé un peu à aller aux formations, enfin, une formation ou l'autre, une séance d'information, l'accueil, le petit café, très bien, la nouvelle pièce pour regarder les documents. Mais j'ai quand même un problème, c'est que c'est très opaque. Je m'attendais ici à ce qu'il y ait quelque chose de plus moderne. Enfin, je veux dire un truc... parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens doivent connaître ça, peut-être pas, mais... En tout cas, qu'est-ce que ça va devenir? On dirait que ça va changer, on parle de coopérative et on ne sait rien. Voilà, c'est ma question. Enfin, c'est-à-dire, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas invité à participer, ni à comprendre, ni on nous bombarde c'est de la consommation un peu, voilà. Moi, je ne suis pas contre pour payer les 5,5. Je trouve ça très bien que quelqu'un fasse 6,5. Ouais, enfin bon. Franchement, si on fait le boulot, c'est ça que je veux dire. Voilà, Elena, vous voulez réagir? Je vais réagir en effet. Par rapport à ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'est Smart? Qu'est-ce que va devenir Smart? Donc, il y a maintenant une année que nous avons changé d'administrateur délégué parce que nous avons eu aussi des problèmes financiers simplement en interne, la crise aussi passée par Smart, donc on n'était pas invincible. Et donc, on s'est posé la question du modèle. Jusqu'à présent, en effet, les membres étaient des consommateurs de Smart. On utilisait un service et puis on était, ok, c'est une ASBL, il y avait une AG, mais pas grand monde y participait.
Et on s'est rendu compte que c'est pas vraiment ce qu'on voulait non plus. Et donc la décision a été prise de créer une coopérative. Et d'ailleurs, donc, une date à retenir, le 30 juin, on allait ouvrir nos bureaux pour créer une journée de réflexion avec tout le monde, donc soit membres, partenaires, personnes intéressées, tout le monde est le bienvenu. Les invitations vont être distribuées bientôt, mais donc le 30 juin, une AG qui va être fixée, et surtout une journée entière de réflexion sur différents sujets, et sur le sujet principal, sur vers quoi est-ce qu'on veut aller, à qui est-ce qu'on va s'adresser, quel service est-ce qu'on va offrir. Et la question de la coopérative est importante parce qu'on voudrait vraiment que vous en tant que membre et moi en tant que salarié de Smart, nous détenons tous l'entreprise Smart. C'est vraiment l'idée, c'est que nous participons tous à son développement. Donc voilà, qu'on soit autant propriétaire l'un que l'autre en tant que coopérateur de l'ASBL Smart. Donc c'est un changement qui va être mené l'année prochaine, mais qui va prendre un temps certain. Et on veut en discuter tous ensemble dans 2 mois. Donc voilà, c'est tous invité aux discussions. Rien n'a été décidé et ce sera décidé ensemble cette journée-là. Voilà.